Avant que Alarkundam ne crée le cèdre rouge, il n'y avait aucun arbre sur Terre. La légende raconte que cette vallée fut créée par les 4 charpentiers et Alarkundam. L'océan recouvrait l'ensemble des terres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous trouvons des moules au sommet des montagnes les plus hautes. Il y a longtemps, tout ce qui est autour de nous était sous l'eau. Nous sommes les enfants du cèdre. Car pour nous, tout est relié à lui. La terre, les espèces animales, le saumon, tout ce qui nous nourrit. Qui serions-nous si nous n'avions pas de cèdre? Partout sur Terre, dans toutes les cultures, des peuples ont enraciné leurs croyances dans des arbres majestueux dans lesquels ils ont vu l'origine du monde. Ces arbres protecteurs, capables de connecter la terre et le ciel, l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand, sont aujourd'hui encore chargés de mystères. Mais leur fantastique pouvoir pourrait bien s'expliquer par la vie qui trouve refuge en leur sein. Car derrière l'arbre s'étend tout un monde, toute une forêt. Aux 4 coins de la planète, des femmes et des hommes cherchent à mieux comprendre les liens subtils et secrets qui unissent entre eux les êtres vivants et les arbres dans les écosystèmes forestiers de la planète. Et leur fascinante découverte contribue à lever le voile sur l'arbre qui cache la forêt. Il existe un coin du monde où les interconnexions entre les espèces unissent entre eux des univers que tout semble opposer. Ici, saumons et coquillages font pousser les arbres. Et ils tombent jusqu'à 4 mètres d'eau par an. Ce coin du monde, c'est la forêt pluviale du Grand Ours. Elle s'étend sur 64 000 km² sur la côte ouest du Canada, en Colombie-Britannique. Elle appartient à un ensemble plus gigantesque encore, les forêts pluviales tempérées du Pacifique. Ces forêts sont connectées à l'océan, l'un nourrissant les autres, permettant à tout un tas d'espèces de se déployer. Et au milieu des épinettes, des sapins et des prûches de l'Ouest, vit un arbre qui attire tous les regards, le cèdre rouge de l'Ouest. Il est à la fois tendre, léger et résistant, et offre ainsi gîte et couvert à de nombreux êtres vivants, tissant de ses racines à sa cime un véritable réseau d'interdépendance. C'est grâce à lui aussi que les peuples Premières Nations de la région ont pu s'installer ici, subvenir à leurs besoins quotidiens, nourrir leur âme et faire parler la forêt. La terre-mère s'adresse à toi. Quand vous enlacez un arbre, il vous enlace en retour. Il vous parle.
C'est une fréquence ou une vibration. Depuis la nuit des temps, nous protégeons les ressources naturelles et tous les êtres vivants, dont notre cèdre. Mon nom Nurolk est Nunu Aoda. Je viens du village d'Axal, à South Bend Teak Arm. Je descends d'une longue lignée de grands chefs. Mon animal totem est le tla, l'ours noir. Avec le tronc du cèdre, nous avons construit nos maisons que l'on appelle Saakolok, ce qui signifie longue maison. Avec l'écorce de cèdre, nous tissons des paniers. Ces branches servent à nous protéger. Lors de nos cérémonies, nous nous imprégnons de l'encens de son écorce. Nous nous immergeons spirituellement. Nous nous fortifions. Nous nous enracinons. Nous prenons conscience que nous venons du cèdre. Nos sculpteurs façonnent le cèdre pour donner vie aux visions transmises par la terre-mère. Je raconte des histoires à travers mes totems. Ils sont comme des livres pour nous. C'est ce que notre art représente. Je peux sculpter un saumon rouge, une chèvre de montagne, tout ce qui nous nourrit depuis que nous sommes sur Terre. Nous sculptons un masque pour raconter cette histoire. Je me sens béni d'avoir reçu ce don. On nous a placés dans une réserve. À cause des violences sexuelles, mentales et physiques, nous nous sommes mis à boire beaucoup. Au début, j'ai fait comme tout le monde ici. J'ai abandonné l'école, j'ai travaillé en forêt en la détruisant. Et puis je me suis dit, ça suffit. Je savais que je devais faire quelque chose pour notre communauté. Quand je tiens dans mes mains un masque que j'ai sculpté, j'ai conscience que ma mission est de transmettre ce savoir aux nouvelles générations. Tout ce qui nous entoure est habité d'un esprit. Finalement, tout nous vient du cèdre rouge. Au cœur de la forêt pluviale du Grand Ours, vit ce cèdre rouge de l'Ouest, vieux de 750 ans. Son tronc fait près de 4 mètres de diamètre et s'élance vers le ciel sur plus de 55 mètres. Il est si grand qu'on ne peut l'embrasser en entier du regard. C'est que le cèdre rouge de l'Ouest est un conifère un peu particulier. C'est en réalité un thuya géant. L'évolution l'a doté de rameaux aplatis couverts d'écailles, à mi-chemin entre des feuilles et des aiguilles, afin de lui permettre de capter un maximum de lumière, même à l'ombre, même en hiver, lorsqu'elle se fait rare dans ce coin du monde. Une aubaine pour les centaines d'espèces différentes qui l'habitent en étages successifs et en dépendent. À
à l'image de l'écureuil roux, qui profite de son dense feuillage pour se cacher, de ses graines pour s'alimenter, de son tronc pour nidifier. Le cèdre rouge est un véritable arbre de vie. En retour, il profite lui aussi parfois de la présence des autres espèces. Et contre toute attente, c'est grâce à l'apparition des premières installations humaines sur la côte pacifique qu'il s'est parfois développé de manière stupéfiante. Tout a commencé il y a 14 000 ans. Isabelle Maurice Hammond est archéologue. Elle s'intéresse à la façon dont les campements des Premières Nations ont localement influencé la croissance des arbres de la forêt. Les arbres qui se trouvent sur les sites d'anciens villages sont plus grands. Ils grandissent plus vite et j'essaie de comprendre pourquoi. Je rêve d'être archéologue depuis toute petite. C'est ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Je suis heureuse de travailler sur le littoral et de me mettre au service des gens qui vivent ici. J'adore travailler avec les communautés. Ce qui est spécial sur cette côte, c'est de travailler avec les peuples premiers et d'entendre ce qu'ils ont à dire sur leur territoire et les connaissances qu'ils ont à transmettre à propos des rites de leurs ancêtres. C'est vraiment ce qui me motive. On peut aller derrière. Et il y en a partout ici. Ce sont des pierres tombales qui prouvent la présence d'un village de nos ancêtres. Ils y sculptaient les figures qui comptaient pour eux. Là, nous sommes devant le site archéologique d'un ancien village. Derrière nous se trouvent les fondations d'une maison. Si on touche la terre, nos doigts deviennent noirs à cause du charbon. On voit aussi un sol très sombre et graisseux à cause du feu, parce que les gens faisaient du feu et cuisinaient ici. En regardant dans la terre, nous voyons des couches de coquilles compressées. Ce sont les restes de ce que nos ancêtres mangeaient et jetaient ici, comme des coquillages, des moules, des crustacés, tout ce qu'ils consommaient à l'époque. On peut trouver des entassements de coquilles de plusieurs mètres de profondeur qui peuvent avoir 500, 800, 1000 ans d'âge, et d'autres plus petits qui ont plus de 10 000 ans. Les arbres qui poussent ici sont très droits et en très bonne santé. C'est le cas du cèdre rouge. Lorsqu'il pousse ici, sa cime ne s'assèche pas. Alors qu'ailleurs, c'est très courant chez cet arbre. Et cela est dû aux entassements de coquilles qui ont été laissés ici il y a très longtemps. Les nutriments provenant des coquilles sont lessivés par la pluie. Ils pénètrent dans le sol. Et les arbres viennent chercher les nutriments dans le sol grâce à leurs racines. Donc les coquillages enrichissent le sol en calcium. Ce calcium aide à fixer le phosphore, l'azote et améliore le drainage.
Je suis surpris qu'il y ait encore autant de champignons. Oui. C'est cool. En tant que scientifique, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut même devenir une soi-disant experte. Mais ce n'est pas mon territoire. Pour moi, ce sont les peuples premiers les experts. Moi, je continue à apprendre. Pour les individus qui ont poussé sur un amas de coquillages, comme notre cèdre rouge de l'Ouest, l'influence sur leur croissance est considérable. Ils sont en moyenne 5 mètres plus grands que les autres. Mais ce n'est pas le seul lien que notre arbre entretient avec l'océan. Comme le reste des plantes terrestres, il est le fruit d'une longue évolution qui a permis aux plantes aquatiques de se hisser sur la terre ferme il y a 450 millions d'années. Et comme les espèces qui le côtoient, il s'abreuve de l'eau qui s'évapore de l'océan Pacifique. Accrochées à ses branches, les mousses et autres bryophytes témoignent elles aussi de l'attachement du monde végétal à l'océan. Elles ne captent pas seulement l'eau de pluie, elles absorbent les sels minéraux nécessaires à leur croissance contenus dans l'air marin. Le cèdre rouge de l'Ouest leur sert de support pour mieux tutoyer le ciel, parce qu'elles sont dépourvues de tiges. Il est l'arbre architecte, l'élément cathédral du monde qui l'entoure. En retour, les bryophytes retiennent l'eau et l'humidité qu'elles restituent graduellement et constituent des micro-environnements, des micro-habitats pour des milliers d'êtres vivants. Mais l'océan ne se contente pas du ciel pour faire une incursion dans la forêt. Il abrite une espèce qui chaque année, et par millions, quitte l'environnement marin, remonte les cours d'eau et se reproduit au pied des arbres. Depuis 7 ans, la chercheuse Alison Dehnert et ses collègues suivent ainsi la course du saumon pour mieux comprendre comment il influence la forêt et le reste du vivant. La forêt pluviale du Grand Ours est l'une des dernières forêts tempérées encore intactes dans le monde. Ok. Très bien. Zone numéro 1. On y va ? Une forêt, ce n'est pas juste un arbre ou un type d'arbre. C'est un ensemble d'arbres, de plantes et d'animaux qui cohabitent. Il s'agit de connexion. Les peuples autochtones ont compris depuis des milliers d'années le lien entre le saumon et les forêts. Nous sommes nouveaux ici. Nous aimons penser que nous découvrons des choses. En fait, nous les redécouvrons. Des gens ont fait ces découvertes des millénaires avant nous. Les saumons sont un grand cadeau de l'océan. Ils partent petits comme ça et reviennent grands comme ça, et tous ces nutriments qui proviennent de l'océan sont ramenés à la terre. Ce qui m'étonne le plus chez le saumon, c'est sa persistance. Il revient chaque année à l'endroit exact où il a vu le jour. C'est la même chose tous les ans. C'est incroyable d'observer ce phénomène, année après année. Ils se battent pour leur survie. Ils se battent contre les ours, les loups, les bateaux de pêche, les eaux chaudes et le manque d'eau. Ils font preuve d'une telle volonté pour achever leur cycle de vie, c'est impressionnant. Ce sont tous des saumons roses. Je ne vois aucun saumon quetta.
Le cycle de vie du saumon commence lorsque les adultes pondent leurs œufs. Les œufs restent au fond du ruisseau pendant l'hiver et le printemps suivant, tous les petits saumons sortent de ces œufs. Après avoir passé un certain temps dans la rivière, ils migrent vers l'océan. Ils vivent quelques années en haute mer, ils s'y nourrissent et intègrent les nutriments de l'océan. Et au bout de quelques années, ils retrouvent le chemin des ruisseaux où ils ont été pondus. Et juste après avoir pondu leurs propres œufs, ils meurent. Une personne va par là, une autre par ici, et à la fin on se rejoint. Ça te va de compter les saumons de ce côté? Oui. Ok. Super. Nous comptons les saumons pour savoir combien ils sont exactement. Nous utilisons des compteurs manuels. Une personne compte les saumons vivants, les autres comptent les saumons morts. Nous pouvons savoir ainsi combien de saumons restent dans la rivière, combien meurent et combien de saumons finissent échoués aux abords de la forêt. Pour compter les saumons en grand nombre, il faut être très concentré. Face à un bassin de 10 000 poissons, il faut diviser par l'eau. 100 poissons ici, 100 poissons ici, 100 poissons là. On obtient comme ça la meilleure estimation possible. Tu as quoi? 7 morts de vieillesse. 7 morts de vieillesse. 5 saumons queta de vieillesse aussi. 5 saumons queta de vieillesse aussi. 5 roses tuées par un loup. 3. 3 morts de vieillesse. C'est ça. 15 plus 21, 36. Pour savoir comment le saumon arrive jusqu'au pied des arbres, on s'intéresse à l'un de ses prédateurs. Les ours ne mangent pas les saumons en entier. Les ours aiment peler toute la peau et manger l'intérieur, comme un cornet de glace ou une banane. Quand il y a suffisamment de saumon, il mange juste les œufs et le ventre de la femelle, ou juste la bosse des mâles. Ils vont manger un peu de ci, un peu de ça. Puis ils emportent la carcasse et déposent les restes dans la forêt. En mourant, le saumon nourrit une grande partie des espèces vivant dans la forêt. Les arbres, les plantes apprécient particulièrement l'azote et le phosphore provenant de l'océan. Les oiseaux aussi. Certains oiseaux se nourrissent directement de la chair du saumon, comme les pigargues à tête blanche, les goélands et les cincles d'Amérique.
Les oiseaux apprécient les insectes et la nourriture supplémentaire dans les ruisseaux où il y a du saumon. Nous trouvons plus de nutriments provenant du saumon dans les zones où les ours déposent beaucoup de carcasses. Là, les plantes ont de plus grandes feuilles, plus de fleurs. Les arbres grandissent plus vite, leurs feuilles sont plus vertes. Donc on peut deviner si un ruisseau contient beaucoup de saumon juste en observant à quoi ressemblent les arbres et les plantes autour. Je m'inquiète beaucoup pour l'avenir du saumon. En moins de 6 ans, j'ai constaté une baisse spectaculaire de leur population. Je n'ose même pas imaginer l'évolution sur une centaine d'années. La disparition des saumons est due à la surexploitation et à la pêche excessive, au changement climatique et à la perte d'habitat, notamment les lieux où ils se reproduisent et où grandissent les jeunes saumons. Cela est dû à l'industrialisation et à la pollution. Cela affecte les forêts, les ours, les loups et tous les oiseaux qui dépendent des nutriments du saumon. Sans ces nutriments que contient le saumon, survivrait-il? Nous ne connaissons pas la réponse. Je m'inquiète de la disparition des saumons, pour ces espèces, mais aussi pour les peuples qui en dépendent. Ce sont ainsi plusieurs milliers de tonnes de nutriments qui chaque année transitent de l'océan vers les arbres. Mais le saumon n'a pas seulement une influence sur les espèces qui vivent le long des cours d'eau. Grâce aux ours, il s'invite également au cœur de la forêt. Notre cèdre rouge de l'Ouest n'est justement pas en reste. Pour profiter pleinement du festin et absorber les nutriments contenus dans la carcasse du saumon, il doit contourner une difficulté dont il est en partie responsable. Comme tous les conifères, il acidifie son environnement et avec le climat froid et humide de la région, l'acidité du sol ne permet pas aux décomposeurs, et en particulier aux vers et aux lombrics, de se développer. Ce maillon est pourtant essentiel pour transformer la matière organique morte en éléments minéraux et ainsi nourrir les plantes. En l'absence de vers et de lombrics, les racines des arbres ont trouvé une parade. Elles ont développé au fil du temps une bien étrange alliance avec le monde des champignons. Et c'est tout un réseau souterrain de filaments fongiques qui aident les arbres à s'alimenter et réconcilie ainsi ceux que tout oppose en apparence, la vie et la mort, le monde minéral et le monde végétal, le sous-sol et la surface. Daniel Durall et Justin Karst font partie des scientifiques à l'origine de cette découverte révolutionnaire. Depuis plusieurs décennies, ils arpentent la forêt pour mieux comprendre les alliances et les symbioses qui se jouent sous le sol forestier. Tu penses qu'il y en a ici? Là, sous la mousse. C'est si sec. C'est un peu comme si on cherchait de l'or. On ne cherche pas des cailloux. On ne cherche pas non plus des petites mottes, comme celle-là. On cherche quelque chose de plus consistant. Ah, là voilà, une boule de racines. Il y a plus de 1000 racines dans cette petite chose, pas plus grosse qu'un caillou. Et vous pouvez voir que les racines affleurent au-dessus de cette sphère.
Et si je fais une coupe, vous pouvez voir des milliers de racines regroupées dans cette boule. Pour l'instant, elles émergent tout juste. Voici comment les racines fonctionnent. Les toutes petites racines récupèrent l'eau et les nutriments dans le sol. Mais elles ne le font pas toutes seules. Les racines sont aidées par un champignon très fin, plus fin qu'un fil. Grâce notamment à leurs enzymes, il absorbe les nutriments du sol. Et ces nutriments sont exactement ceux dont l'arbre a besoin. L'arbre, lui, produit des sucres par la photosynthèse. Et ces sucres sont exactement ceux dont le champignon a besoin. Ainsi, chacun produit ce dont l'autre a besoin. Cette interconnexion est très ingénieuse. Le champignon puise des nutriments et de l'eau dans le sol. L'arbre produit des sucres grâce à la photosynthèse et ils échangent entre eux. Là-bas. Oui. Où peut bien être le champignon? Il y a un champignon caché ici quelque part. On appelle réseau mycorhizien cette association entre racines et champignons. C'est un lien entre deux organismes différents. Le champignon mycorhizien se développe en réseau. Il pousse à travers des hyphes, qui sont des brins extrêmement fins. Et ces hyphes, en grandissant ensemble, forment une toile qu'on appelle le mycélium. Il va croître dans différentes directions, là où se trouvent les nutriments. Les endroits où nous marchons ici sont colonisés par ces champignons mycorhiziens. Au niveau du sol, nous pouvons voir affleurer leur partie fructifère, qui est Leur partie reproductive. C'est le champignon qu'on croise tous les jours. Viens voir ici. Ah oui. Ça a l'air intéressant. Regarde ici. C'est sur l'arrière de la racine. C'est là qu'on retrouve beaucoup de ces champignons mycorhiziens. Je les appelle des champignons matelas. Ils forment ces matelas épais. Ils pourraient dominer toute la zone. Très peu d'autres champignons y cohabitent. Regarde ça. Regarde ça. Ce sont des racines ou des hyphes? Il y a beaucoup d'hypothèses en ce moment sur le fonctionnement du réseau mycorhizien et ce qui l'entoure. Certaines affirment que la forêt se développe plus vite grâce au réseau mycorhizien. D'autres affirment que les arbres communiquent entre eux par ce réseau. On sait que les arbres échangent des nutriments entre eux sous le sol. Et il est très probable que le réseau mycorhizien soit impliqué parce qu'il relie les racines entre elles. Je pense qu'il y a un champignon marron là-dedans.
Cette forêt est très vulnérable. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une vraie résilience dans ces forêts anciennes. Nous en avons un exemple juste là. Il y a un feu qui a brûlé cet arbre. Mais si vous levez les yeux, cet arbre vit encore. Grâce au réseau mycorhizien, ses racines continuent de puiser de l'eau et des nutriments. Tout ce dont il a besoin est contenu dans le sol. Il n'a besoin que de sa base pour y accéder. Oui, c'est génial. Sans le réseau mycorhizien, notre grand cèdre rouge de l'Ouest ne pourrait se nourrir de lui-même. Il ne pourrait s'élancer sur des dizaines de mètres et offrir un refuge aux vivants. Il est résilient pourtant. Le manque de lumière et de ressources ne lui fait pas peur. Le cèdre rouge n'est pas pressé. À la différence du bouleau ou de l'épicéa, qui sont les lièvres de la forêt, il aime vivre à l'ombre de ses congénères. Le temps ouvre ses portes à qui sait attendre. À mesure que les autres arbres meurent autour de lui ou arrêtent de grandir, il poursuit sa course vers le ciel. Il reste ainsi bien souvent le dernier à tenir debout, atteignant régulièrement plus de 1000 ans d'âge. Et lorsqu'il tombe enfin, il faut des dizaines d'années pour qu'il se désagrège, parce que les composés chimiques qu'il a synthétisés toute sa vie durant l'ont rendu imputrescible. Lentement mais sûrement, il se libère de sa matière organique. Même mort, il reste pourvoyeur de vie. Et grâce à la pluie qui tombe en permanence et lessive le sol de la forêt, il finira par retourner d'où il vient pour partie, à l'océan. La biogéochimiste Kira Saint-Pierre s'intéresse au cycle du carbone et à la circulation des nutriments entre les écosystèmes forestiers et marins. Tous les mois, elle part en mer pour prélever des échantillons d'eau afin de mieux comprendre comment la matière organique des arbres influence la vie océanique. Là, on est à 15 mètres de fond. Ok. Il y a une crique là-bas. Oui. Oh, regarde. Tu vois les oiseaux ? Notre but est de comprendre comment la forêt impacte les rivières et l'océan. L'enjeu est d'identifier ces connexions entre les écosystèmes. J'ai toujours aimé la science, mais pour moi, la science doit contribuer à faire avancer les choses. Mon job consiste à faire des prélèvements dans les rivières et dans les océans. Ensuite, j'analyse toutes ces données dans un labo et je publie les résultats. Durant l'automne et l'hiver, nous avons des tempêtes de pluie, parfois 100 mm de pluie par jour.
La pluie s'abat sur la forêt. La pluie emporte avec elle les feuilles, les aiguilles, les plantes, les dépôts. Les insectes se font charrier aussi. La pluie transporte tout ça du sol vers la rivière. Et les rivières les transportent jusqu'à l'océan. C'est une interconnexion extraordinaire. L'eau s'évapore de l'océan, tombe sur la forêt et retourne à l'océan. C'est ainsi qu'on voit beaucoup de nutriments venant de la forêt se mélanger à l'eau de l'océan et en changer sa composition. L'eau de l'océan est ainsi chargée en carbone, azote et phosphore qui viennent des forêts et qui sont nécessaires aux phytoplanctons et aux zooplanctons, eux-mêmes consommés par les baleines. Ces nutriments font partie de la base de l'alimentation dans l'océan sur le littoral. Nous avons 6 années de données. Nous faisons des prélèvements tous les mois. Les échantillons sont prélevés dans les rivières et l'océan proches l'un de l'autre. C'est comme ça qu'on a prouvé ce lien. C'est comme ça qu'on a prouvé le lien entre la forêt et l'océan. Nous identifions les composants chimiques, qui sont comme des indices. Ils nous guident. Ils nous permettent de dire ce qui vient de la forêt, d'un glacier ou de l'océan. Le lien entre la forêt et l'océan est si fort qu'on dirait une famille. Mais on constate que le changement climatique a un impact. Les rivières sont à sec. Les poissons ne peuvent plus nager. Il y a des répercussions sur la fertilité des sols et la croissance des arbres. La réduction des glaciers diminue le niveau des rivières, modifie leur température et les nutriments qu'elles charrient. Il y a plusieurs explications, elles sont toutes liées à l'homme. Le changement climatique impacte la dynamique des écosystèmes et oblige les êtres vivants à migrer pour qu'ils retrouvent les conditions propices à leur développement. Notre cèdre rouge de l'Ouest aussi est concerné. Enraciné au sol, il n'a d'autre choix que de compter sur la reproduction pour permettre à sa descendance d'explorer d'autres lointains. Il utilise les cônes mâles, petits et éphémères, qui libèrent des pollens. Portés par le vent, les grains de pollen arrosent la canopée. Lorsqu'un grain de pollen pénètre dans un cône femelle, il libère les spermatozoïdes qui vont féconder les ovules, donnant ainsi naissance à des graines. À l'automne, les cônes s'ouvrent pour les libérer, attirant les oiseaux et les écureuils qui, en les consommant, les dispersent. Les graines emportées vers le nord auront tendance à plus facilement se développer, renouant avec un climat plus favorable. Le cèdre rouge de l'Ouest se déplace ainsi de quelques kilomètres par an vers le nord et colonise de nouveaux territoires. Mais une autre menace, plus urgente encore, pèse sur notre cèdre séculaire.
car au Canada, aucune loi ne protège les arbres anciens contre leur abattage. Et sur le marché du bois, le cèdre rouge de l'Ouest a la cote. Ken Wu est activiste. Il a dédié sa vie à la préservation des forêts anciennes, en particulier du cèdre rouge de l'Ouest. Le bois de cèdre rouge ancien est beau. Il sent bon. Il résiste aux champignons, à la pourriture et aux bactéries. Quand vous l'utilisez pour faire votre maison, il ne pourrit pas. Contrairement aux autres essences d'arbres, il ne moisit pas et se décompose très lentement. Il y a donc une forte demande de cèdre rouge de l'Ouest en Europe, aux États-Unis et au Japon. Pourtant, c'est comme tuer une baleine pour sa viande ou un éléphant pour son ivoire. Quand vous achetez du bois de cèdre ancien, c'est au prix de la vie d'une espèce menacée. Les forêts anciennes sont détruites pour de mauvaises raisons. Il n'y a aucune raison de faire des maisons et du papier toilette avec du bois d'arbres anciens. 11 mètres et 98 centimètres. Cet arbre est énorme. Il fait presque 4 mètres de diamètre. C'est l'un des plus gros de la région. Et il n'est pas protégé. Il fait partie des géants en danger dans cette forêt. Le plus important est de faire comprendre aux gens que ce n'est pas l'arbre qui est en jeu, c'est l'écosystème tout entier. Les gens pensent que si tu coupes un arbre ancien et que tu en replantes un, tout va bien. En termes de changement climatique, il y a plus de carbone stocké par hectare dans cette forêt, ici, que dans la forêt amazonienne. Couper cette forêt ancienne libère une énorme quantité de carbone qui ne sera jamais restocké par de jeunes arbres parce que personne n'attendrait les 200 ou 300 ans nécessaires. Donc le carbone reste dans l'atmosphère. Et le cèdre rouge de l'Ouest est une espèce clé de voûte de l'écosystème. Si tu abats des arbres qui ont plus de 1000 ans, que tu en replantes des jeunes et les coupes tous les 60 ans, certaines espèces qui ont besoin de vieux arbres pour vivre vont définitivement disparaître. Quand un grand cèdre rouge tombe, il peut mettre plus de 300 ans à se décomposer. Il se gorge d'eau et devient un support pour de nouveaux arbres. Voici un bon exemple. Cet arbre, ici, qui a plus de 100 ans, a poussé sur un cèdre rouge mort. Ce cèdre mort est source de vie. Il est acteur du renouvellement de la forêt. La réalité, c'est que 90% de ces géants ont été exterminés. Néanmoins, il y a une alternative. Le bois des jeunes arbres a les mêmes propriétés pour l'industrie. C'est pourquoi nous encourageons les plantations durables de jeunes arbres. Notre but est de mobiliser des groupes de parole, des sorties en plein air, de sensibiliser et de monter un mouvement pour protéger les forêts anciennes.
Je n'ai qu'une vie, et je veux qu'elle ait un sens, qu'elle compte. Je veux être utile à mon environnement de vie, dont l'homme fait partie. Parce qu'à la fin, notre destin est étroitement lié à la planète et à l'écosystème qui nous maintient en vie.